bienvenue à tous et à toutes. Donc au nom du maire qui va nous rejoindre tout à l'heure, de l'ensemble de l'équipe municipale, je suis ravie de vous accueillir pour cet événement que nous avons organisé à l'occasion des 10 ans de la Maison des Associations. Vous le savez, Mérignac est riche en dynamisme associatif. On a aujourd'hui enregistré dans l'annuaire qui est géré par la Maison des Associations 444 précisément associations, ce qui ne reflète d'ailleurs pas l'ensemble des associations qui sont sur le territoire, puisque toutes n'ont pas obligation à venir s'inscrire sur le fichier qui est accessible donc sur le site de la Maison des Associations dédié par la ville. Alors, ce tissu associatif dynamique, vous le savez, existe depuis longtemps. Il a toujours été soutenu fortement par la ville, avec l'impulsion de Michel Sainte-Marie et aujourd'hui celle d'Alain Ziani, qui avait dit lors de la campagne municipale qu'il continuerait à soutenir les associations. Et il l'a réaffirmé lors du dernier forum des associations au mois de septembre dernier. Alors, je parlais du soutien de la ville aux associations. Et le soutien, c'est quoi ? En fait, c'est mettre à disposition des associations des ressources. Donc, la Maison des Associations est un des éléments ressources que la ville met à disposition donc, des associations sous différentes formes de services. Et donc, elle est sortie de terre il y a 10 ans. Et à l'époque, Bernard Leroux, qui est là avec nous, était adjoint au maire en charge des associations. Et donc, plutôt que de vous raconter un temps où je n'ai pas participé activement au projet, je préfère laisser la parole à Bernard Leroux pour qu'il vous raconte et qu'il vous rapporte quel a été le projet qui a porté la sortie de terre de ce bel outil qui est la Maison des Associations. Merci Anne-Eugénie. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vous cacherai pas tout d'abord que c'est avec émotion que je m'adresse à vous ce soir, 10 ans et 2 mois après l'inauguration de la Maison des Associations. L'année 2004 qui avait d'ailleurs été très riche au niveau de la vie associative, puisque c'était l'année du premier forum des associations, c'était l'année de l'ouverture de la Maison des Associations. Ce projet de Maison des Associations était bien antérieur. Il avait déjà les choses de la vie municipale sont longues. Le projet avait 6 ou 7 ans déjà. Il date de 1998 au départ, la première idée. Pourquoi ? Il y avait sur cet espace que l'on appelle la Garenne, il y avait un lieu qui s'appelait Maison Rouge et qui était le siège du SAM. C'était un bâtiment qui était, ma foi, relativement sympathique et surtout par ses habitants qui étaient des millions et des millions et des millions de termites. Et donc ce bâtiment ne permettait plus du tout de continuer à l'utiliser. Il n'était même pas possible de le remettre en état. Donc il a été décidé à l'époque de faire un projet de Maison des Associations. Et dans un premier temps, ce projet s'est un petit peu cherché à savoir si c'était un projet pour le sport ou si c'est un projet plus global. Et en fait, lorsque le cabinet d'architecture HPL a été sélectionné pour faire cette Maison des Associations, il est apparu qu'il y avait 2 options. Ces 2 options vont vous expliquer un petit peu l'architecture particulière de cette Maison des Associations. Il y avait l'option 1, l'option de base, qui était tout ce que vous avez devant vous, la grande salle de conférence, les salles de restauration et le premier étage. Et l'option B, qui était une extension avec sur l'arrière des salles qui seraient destinées à la vie associative. Après forte réflexion et une discussion que j'avais eue avec le maire de l'époque, Michel Sainte-Marie, il avait convenu, à ma demande, qu'il était préférable, puisque nous créions un outil, de créer un outil qui soit digne d'une ville comme Mérignac et à la hauteur de l'enjeu associatif. Et donc nous avons décidé de créer ce lieu, une Maison des Associations avec une partie destinée à des associations résidentes, dont la plus importante d'entre elles, le SAM Omnisport, mais également d'autres associations résidentes, et d'avoir également une mise à disposition de locaux pour les autres associations. Locaux, mais pas seulement, parce que l'idée d'avoir simplement des locaux à prêter n'était pas une idée satisfaisante. La vie associative avait beaucoup de besoins, elle en a toujours. Mais l'un de ces besoins, notamment, c'était d'avoir un lieu ressource, de pouvoir avoir des renseignements, de pouvoir se réunir, mais également de pouvoir avoir une adresse
souvent les associations étaient domiciliées au domicile du président. C'est pour ça que nous avons créé d'entrée tout ce qui est aujourd'hui les boîtes aux lettres qui sont là, mais qui étaient là pour permettre aux associations de venir. Et puis, le fonctionnement de la maison des associations qui est quasiment le même qu'au début. Il y a eu des nuances, les choses évoluent, les choses changent et les choses s'améliorent. Mais au départ, nous avions décidé d'une amplitude d'ouverture permettant le matin dès 9h jusqu'au soir minuit de pouvoir accueillir les associations avec des équipes qui ont été sélectionnées et qui ont fait preuve de leur professionnalisme et de leurs compétences, qui étaient composées à l'origine de 5 personnes, 3 agents d'accueil, entre guillemets, et 2 agents plus techniques pour installer les salles, etc. Ce fonctionnement qui était là pour apporter aux associations toute l'aide dont ils avaient besoin. La logistique était là, les locaux étaient là, mais ça n'était pas tout. Et là, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui, je pensais, serait présent ce soir, mais n'est pas là. C'est monsieur Thierry Chavannes, qui est l'architecte de la Maison des Associations. Parce que nous avions mis la barre très haut. Moi, je lui avais demandé de faire un bâtiment HQE. Il n'y en avait pas. C'est l'un des premiers bâtiments de Gironde, d'Aquitaine, à être HQE. En 2004, les bâtiments de haute qualité environnementale étaient extrêmement rares. Nous avons travaillé ensemble sur les cibles à privilégier dans la notion de haute qualité environnementale, de façon à ce que nous puissions avoir quelque chose qui soit exemplaire. Mérignac a toujours été innovante sur ce plan-là, et elle l'a été. Autre point qui aujourd'hui est d'actualité, mais qui en 2004, je vous assure, ne l'était pas. Aujourd'hui, tout le monde parle d'accessibilité. L'accessibilité, c'est devenu légalement une obligation. Pas en 2004. Eh bien, nous avons travaillé avec le GIHP de façon à pouvoir voir avec eux qui sont des personnes qui vivent au quotidien le handicap, voir comment organiser cette maison des associations de façon à ce que tous les handicapés puissent l'utiliser comme il se doit. Nous avons augmenté les offres en locaux, les offres en services. Nous avons mis en place d'entrée des permanences, des écoutes, des lieux de rencontre. Et puis, la maison des associations a ce troisième aspect, là, au sens propre, qui, je crois, est important. Nous avons voulu faire quelque chose d'utile, quelque chose de pratique, quelque chose d'efficace, mais également quelque chose de beau. Parce que la vie associative méritait quelque chose de beau. Je crois que 10 ans après, c'est une grande fierté, pour moi en tout cas, d'avoir été un petit peu la cheville ouvrière de ce travail avec les architectes et avec Michel Sainte-Marie. Mais c'est une grande satisfaction, une grande joie de voir que 10 ans plus tard, elle est toujours aussi belle, que 10 ans plus tard, elle est toujours aussi fréquentée, et que s'il y avait un problème à soulever aujourd'hui, ça serait peut-être le problème de sa superficie, parce qu'elle est peut-être déjà devenue un petit peu limite. Nous l'avions imaginé pour dans 10 ans. Dans 10 ans, elle est à peu près au top de ce qu'il faut. Mais rien n'est jamais parfait. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle rend les services pour lesquels elle a été pensée, pour lesquels elle a été construite. Et puis, je remercierai également mes 2 successeuses, Sylvie Cassou-Scott, qui avait pris ma succession au sein de la délégation à la vie associative, et Anne-Eugénie qui est là aujourd'hui. Et puis je vous remercie de votre écoute, et puis je vous souhaite une bonne soirée et un bon travail au cours des ateliers à venir. Merci. Merci beaucoup Bernard. Et après, si vous avez un peu de curiosité, vous verrez dans l'espace de circulation, il y a une exposition qui remémore des articles, des événements, des étapes de la Maison des Associations depuis 10 ans, qui remplit donc effectivement aujourd'hui toujours cette offre de ressources pour les associations de la ville, quel que soit... Non, je reste debout, c'est gentil. Merci. Qui offre toujours cette offre de lieux ressources pour les associations, et plus aujourd'hui. Donc l'équipe est toujours constituée de 5 personnes. Voilà, et Laurence Noyer est animatrice au sein de la Maison des Associations, et depuis son arrivée, on a pu donc avec l'équipe qu'entraîne Virginie Duprat et puis l'équipe présente apporter aussi d'autres services aux associations dont vous bénéficiez peut-être, qui sont la formation,
l'accompagnement au projet de création d'associations, des cafés asso, la lettre Circulasso, et là la lettre Circulasso, comme le forum des associations cette année, c'est le résultat d'une dynamique interassociative. Et ça c'est quand même important parce que ce lieu est un lieu où les associations peuvent venir, utiliser l'espace, utiliser les ressources qui sont mises à disposition, mais ce qui est très important aussi, c'est qu'elles puissent avoir une dynamique collective sur le territoire et se rencontrer. Alors après, cet espace est beau, tu l'as dit, et donc on essaie de l'optimiser. Et il y a des expositions qui sont aussi présentées de temps à autre et qui sont itinérantes. Aujourd'hui, sur les 444 associations, il y a aussi la ressource financière qui est apportée par la ville et qui porte sur environ 5 millions d'euros pour 136 associations. C'est un effort considérable puisque ce soutien à la vie associative est le 3e poste de dépense de la ville et que le maire a maintenu la volonté de continuer cet effort d'accompagnement de la vie associative. Donc, c'est au travers de ressources, en compétences, de ressources en lieu, en hébergement pour certaines associations, mais aussi en termes financiers. Un autre service que l'on propose au sein de la Maison des associations, c'est l'hébergement de certaines structures qui viennent à la rencontre des Mérignacais pour leur proposer des services pour leur quotidien, comme Infodroit, comme le Prado, comme la CLCV ou comme Voisins Solidaires avec son écrivain public. Donc le dynamisme associatif de Mérignac, c'est une grande richesse. Ça crée du lien social entre les habitants dans les quartiers ou sur tout le territoire. C'est un véritable remède de lutte contre l'isolement qui ne fait pas tout, c'est certain, mais qui aide beaucoup de personnes à ne pas rester seules et à avoir le courage de sortir de chez elles. Ensuite, au sein des associations, il y a beaucoup d'initiatives, d'envie, de cœur, de création. Et tout cela, ça permet le dynamisme sur le territoire, que ce soit dans le domaine de la culture, des sports, des loisirs, de la solidarité, de la santé, du handicap, de l'insertion, de l'emploi, de la lutte contre les discriminations pour tous les âges et pour les familles. Une étude a été publiée en octobre 2013 qui portait sur un petit peu les typologies des associations au niveau national. On n'a pas aujourd'hui encore d'études suffisamment récentes sur le territoire mérignacais, mais on espère bien pouvoir mettre un observatoire très prochainement pour partager ensemble la contribution des associations sur le territoire et auprès des habitants et sur les différentes thématiques. Mais ce qui est ressorti au niveau national, c'est qu'il y a en gros 66% des associations qui sont plutôt sur le champ social, culturel et de dynamique de loisirs. Après, il y a d'autres associations qui sont un peu plus grosses, qui emploient du personnel, qui sont dans le domaine médico-social ou dans le domaine de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle. Et nous avons aussi ce type de typologie-là sur le territoire mérignacais. Et donc, l'ensemble de ces associations-là représentent le tissu associatif sur Mérignac, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur mission. Elles contribuent à la vie et au bien-être de l'ensemble des habitants. Aujourd'hui, on estime à 1123 salariés dans les associations à Mérignac. C'est quand même conséquent. Et on estime à 51 600 le nombre d'adhérents dans les associations. Vous vous rendez compte? Au niveau des bénévoles, alors, on a un chiffre, donc ça c'est approximatif, mais quand même qui est approchant de 8000 bénévoles, dont vous faites majoritairement partie. Vous vous rendez compte de cette richesse-là? Au niveau national, il y a eu, dans cette même étude, l'analyse de ce que pouvait représenter le bénévolat en termes de temps passé. Et donc, si on devait le ramener à des chiffres tels qu'en nombre d'emplois, et donc une richesse qu'est l'emploi, ça représenterait 1 072 000 emplois à temps plein auxquels vous contribuez. Donc ça, c'est une réelle richesse, ce don de son temps pour la collectivité. Un autre aspect aussi, parce qu'on sait que c'est difficile aujourd'hui quand même, on retrouve les mêmes personnes dans les associations, dans l'implication, et puis il y a de l'usure. Mais malgré tout, il y a quand même une progression constante de l'engagement dans le bénévolat, qui est en moyenne de 3%, si on regarde au niveau national, entre 2011 et 2012. Par contre, cet engagement dans le bénévolat, et vous le vivez, c'est certain, aussi, il est différent.
il existe des formes d'engagement dans le bénévolat plutôt ponctuelles sur des actions ou sur des sujets très ciblés. Il y a une volonté d'être utile concrètement, mais elle s'accompagne d'une réticence à prendre des responsabilités structurelles. On le voit bien dans la recherche du renouvellement des conseils d'administration et des membres du bureau. Et donc, il n'existe pas aujourd'hui de crise de bénévolat. La question qui se pose de manière plus complexe aujourd'hui, ça va être la question du renouvellement de la gouvernance associative. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel nous aurons à travailler ensemble pour voir comment réussir à accompagner l'engagement dans le bénévolat avec les contraintes que chacun peut rencontrer. Mérignac est engagé dans un agenda 21 depuis 2003 et engage aujourd'hui son 3e plan d'action. Forcément, l'action associative, le bénévolat est contributif de cet agenda 21 pour la cohésion sociale sur le territoire et pour le bien-être de tous. Bernard l'a rappelé, la maison des associations, votre maison, a été le premier bâtiment HQE et donc c'est tout un symbole par rapport à cette contribution-là. Le forum des associations cette année, qui a été co-élaboré avec l'équipe de la maison des associations et les associations, a été un exemple en termes de manifestations éco-socio-responsables. Il y a eu quelques adaptations nécessaires parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de fonctionner de cette façon-là, mais ça a permis de faire avancer aussi les réflexions sur la responsabilité dans l'organisation d'un événement, tant sur le plan humain que sur le plan environnemental, et que sur la contribution que la manifestation pouvait apporter, tant pour les associations que pour ceux qui allaient venir sur le forum. Alors ce soir, la conférence que l'on vous propose, sous une forme originale, qui est une conférence butinée, porte sur en quoi les associations sont-elles créatrices de richesse. Aujourd'hui, quand on parle de richesse, on va parler de performance économique, d'efficacité. Mais est-ce que c'est vraiment le seul critère qui est évaluatif de la richesse apportée par les activités? Je ne pense pas. Vous rappelez-vous du rapport de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi en 2009 qui remettait un petit peu en cause le fait que le PIB soit le seul indicateur de richesse de notre société. Depuis, cette réflexion fait consensus. Effectivement, le PIB ne prend pas en compte la notion de bien-être et parallèlement à cela, de nombreuses activités, dont celles des associations, ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la contribution de la richesse. Je prends mes papiers. Donc l'enjeu aujourd'hui, et c'est le thème un petit peu de la conférence, c'est de rendre visible et d'échanger ensemble sur, mais alors, au-delà de la richesse économique, quels sont les autres indicateurs de richesse que l'on peut identifier sur le volet humain, sur le volet social, sur le volet de préservation de l'environnement, d'accord? Et donc, c'est ce qu'on va vous proposer de faire tout à l'heure dans les ateliers de la conférence butinée. On parle aujourd'hui d'indicateurs de bien-être et de cohésion sociale. Ça, c'est le Conseil de l'Europe qui a développé des propositions. Et Albert Einstein avait écrit, déjà, « Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas toujours forcément. » Alors, pour échanger autour de ces sujets de contribution de richesse des associations pour le bien-être de tous, on accueille ce soir 3 conférenciers et je tiens sincèrement à vous remercier de votre participation et de votre contribution. Claudette Roussely, Pascal Châtelain et Philippe Sanchez. Donc je vais vous laisser la parole pour que vous présentiez qui vous êtes, de quel organisme, et après on vous présentera le déroulement de la conférence butinée. Puisque vous m'avez nommé la première, je vais ouvrir le banc, messieurs, merci. Donc je suis Claudette Roussely, je suis moi-même une militante associative avant tout. Actuellement, j'assume la présidence du comité régional des associations de jeunesse et éducation populaire, le CRAGEP Aquitaine, qui regroupe 22 associations, organisations, unions, fédérations, etc. On y trouve, sont membres du CRAGEP, l'ensemble des grandes associations fédératives. Hein. Alors, je vais en citer que quelques-unes, mais je vais oublier. Hein. Alors, on retrouve bien sûr la Ligue de l'enseignement, les Francas, la ROEVEN, les CMEA, l'UFCV.
et des nouvelles associations aussi qui nous ont rejoints, Surfrider par exemple, le Rama qui est un réseau à lui tout seul hein, sur les musiques, voilà. Et donc et moi je siège au sein du CRAGEP parce que mon association première, j'y représente en fait une association d'éducation populaire qui sont les CMA d'Aquitaine. Et je peux dire aussi que, en tant que militante et participant depuis fort longtemps à la vie associative de mon association, eh bien, je peux dire que, sans vouloir ouvrir le débat et les échanges, que j'ai appris beaucoup et que cette association m'a beaucoup construit, en tout cas y compris par rapport à mon parcours professionnel. J'en resterai là parce que déjà, vous voyez, on est en train d'ouvrir un peu les questions que nous allons pouvoir échanger ensemble dans la mesure où je vais être l'animatrice de l'atelier numéro 1 qui a pour titre donc, en reprenant le titre de la conférence, en quoi les associations sont-elles créatrices de richesse sociale. Voilà. Eh bien, Pascal Châtelain, je suis heureux aussi de représenter ce soir, à travers la mini-conférence sur l'économie, la richesse économique. Déjà à travers mon action personnelle, puisque j'œuvre plutôt, puisque c'est du bénévolat au sein des Selles, et également d'un réseau national qui est la Route des Selles. Donc, quelques chiffres clés. Les Selles, ça fait 20 ans que ça existe. Il y en a entre 650 et 700, parce que tous ne sont pas déclarés. Et c'est environ 30 000 adhérents en France. Ensuite, la Route des Selles, c'est un projet de mutualisation au service des Selles qui permet de faire de l'hébergement entre les adhérents des différents Selles. Donc il y a 3 000 adhérents en France et 5% sont aussi des Français expatriés à l'étranger, donc qui nous permettent aussi de voyager dans ce réseau. Donc la Route des Selles existe depuis 16 ans et j'en suis depuis cette année le président. Donc à travers aussi nos échanges, je pourrais faire appel au parcours, à l'expérience de chacun, le mien étant très hétéroclite puisque j'étais à la fois chef d'entreprise, j'ai travaillé dans des ONG en France, à l'étranger, j'ai créé et des associations et des coopératives, j'adore ça. Et surtout, la question de la création de valeur est quelque chose qui est très intéressant de comparer entre les différents systèmes, les différentes approches économiques, par rapport aux enjeux, par rapport aux objectifs, quels sont-ils? Et je crois que ce soir, on aura beaucoup de choses à échanger et j'aurai personnellement beaucoup de choses à apprendre de vous. Donc, je vais passer la parole à mon voisin. Bonsoir, donc moi je suis Philippe Sanchez, je suis chargé de mission en développement durable pour la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui a changé souvent de fois de nom et qui a perdu en cours une notion, enfin elle l'a pas totalement perdu, elle l'a perdu que dans le titre, mais qui a perdu un peu en cours une notion sur laquelle je travaille beaucoup et qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion d'éducation populaire. Et c'est le ministère également qui est en charge de la vie associative. Donc en fait, je suis là à, on va dire, 3 titres. Tout d'abord parce que j'ai par mon travail des contacts privilégiés avec le monde associatif, par ma spécialisation avec le développement durable, même si c'est un mot qu'on va questionner très certainement ce soir. Et puis, également parce que j'ai monté moi aussi, et je participe à la vie associative locale. On va pas mal parler, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Je vais beaucoup vous écouter et on commencera par se poser une question assez primordiale. Est-ce qu'une richesse environnementale, ça existe? Est-ce qu'une association crée de la richesse? Vous allez voir, je suis sûr qu'on va arriver à des choses très étonnantes. À tout à l'heure. Merci.
Je préfère que nous construisions la conférence ensemble. Je vais vous solliciter pour construire cette conférence à partir de la thématique que j'ai rapprochée. En quoi les associations sont-elles créatrices de richesse sociale? Pour cela, tout simplement, je vais vous faire passer, vous allez prendre un petit post-it. Vous faites passer les post-it, voilà. À partir du moment où j'aurai terminé la phrase, un mot va vous venir à l'esprit. Vous allez l'écrire sur le post-it. Et ensuite, vous allez aller plaquer ce post-it sur le tableau, là, les deux feuilles qui sont ici, en prenant soin de regrouper les mots qui semblables. Hein. Et après, on fera une analyse de cette récolte et on verra ce qu'on en fera. Bien. Je propose maintenant que nous découvrions l'ensemble des mots et que nous voyions comment on peut peut-être faire des regroupements ou pas. En tout cas, c'est la personne qui aura posé le mot qui nous dira si elle accepte que ce mot soit regroupé avec un autre. Le premier mot fort qui ressort, c'est toute la question autour de l'entraide, la solidarité, l'entraide, le savoir, le partage. Hein, là, c'est très fort. On a un deuxième gros paquet autour du lien, donc à un moment donné, la passerelle est facile à faire. Et puis ensuite, on a effectivement des paquets un peu moins importants, mais où ça ne veut pas dire que les mots ne sont pas importants. Hein, ça ne veut pas dire que les mots ne sont pas importants. Hein, quand on parle de société, de jeunesse, ou combien importante, convivialité, n'en parlons pas, etc. Des premières réactions par rapport à ce premier temps-là, ce premier petit exercice. L'objet associatif, c'est une complémentarité. De la vie sociétale. Oui, voilà. C'est ça, complémentarité de la vie sociétale. Oui, voilà. Oui. Et le but d'une association, c'est le partage, et à la fois le partage, apporter quelque chose, le faire partager à ceux qui ont des difficultés finalement. Et ensuite... Pas tous. Hein. Pas tous. On va essayer d'écouter Michel, et après des réactions, c'est bien. Pas que. Alors, Pas que les gens ont des difficultés. Oui. Parce qu'on ne les connaît pas forcément, Oui, on ne les a pas forcément identifiés. oui. Et c'est qu'après, une fois qu'on les a fait entrer dans l'association, dans cette solidarité, ce partage intergénérationnel, hein, d'enfants, adultes, personnes âgées, etc., qu'on s'aperçoit qu'ils ont des difficultés. Mais le premier critère, c'est pas parce qu'ils ont des difficultés qu'on va aller vers eux et leur faire partager notre association. C'est pas forcément le premier critère. C'est quelque chose qu'on découvre en deuxième, en troisième. Peu importe, mais je veux dire, ce n'est pas que. Autrement, je trouve que c'est cloisonner les gens parce qu'ils ont des difficultés. Non, faut arrêter ces clivages-là. J'aime pas moi. Enfin, moi, ça me plaît pas. Oui. Et on peut se poser la question, est-ce que tous les adhérents, les militants, les personnes en tout cas qui sont, Mais ils sont ont des difficultés. membres d'une vie mais associative bien ont sûr. des difficultés? C'est la question. Je veux dire, qu'on c'est peut pas le poser. monde des bisounours. Tout le monde a des difficultés. Quoi. Oui, mais est-ce Quel que que c'est soit le critère premier pour devenir non, adhérent non. dans une association? Non. C'est ce que je veux dire. Non, pas du tout. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, Oui, monsieur. Moi, je trouve qu'on a donné une bonne définition du mot richesse sociale, sauf que les hommes construisent beaucoup de murs et pas suffisamment de passerelles Ouais. pour qu'il y ait un regroupement social entre les hommes, quoi. Et qu'il y ait Vous pouvez développer et plus de peut-être par des solidarité. exemples également si vous avez, si vous Bah, pensez plus- à quelque chose. Ben oui, ben, le devoir de mémoire, par exemple. Oui. Au cours des fêtes nationales, on fête les morts des dernières guerres, on fête donc le devoir de mémoire. Ça, c'est important. À partir du moment où on oublie les gens qui se sont sacrifiés pour la liberté du pays, ben, on manque à nos devoirs, on manque à tout. Donc, on a un devoir de transmettre la mémoire. Ça, c'est très important. C'est social, c'est moral, c'est à la fois tout ça. Donc, c'est ça que je veux dire. Les associations, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des gens, des individus qui sont isolés. Il y en a beaucoup qui ne sont pas dans les associations. Et c'est pour ça que je dis que l'homme construit beaucoup de murs parce qu'il reste dans son coin, il est égoïste et il n'y a pas de passerelle.
et tant qu'il n'y aura pas suffisamment de passerelles, eh bien, le social sera laissé de côté. Voilà mon idée. Moi, je pense qu'au niveau des passerelles, sur la ville de Mérignac, puisque nous sommes à Mérignac, il y a beaucoup de passerelles, mais les gens ne savent pas que ces passerelles existent. Donc, il y a quand même le forum des associations. Au travers du forum des associations, vous devez, à votre demande, chacun a une demande ou un questionnement. Je pense au forum des associations qui est un bon outil. Ce que vous dites est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas mésestimer le but de l'association. Quelqu'un qui va se réunir pour hobby, on va dire, la généalogie ou toute autre chose. Tandis que là, on est en train de, à mon avis, on est en train de parler qu'uniquement des associations dont le but est d'aider les gens. Mais ça aussi, c'est une... Donc, vous mettez en évidence la diversité aussi qu'il a dit. Et le but de l'association, les gens qui ont le même, je vous dis, qui ont les mêmes loisirs, qui veulent se réunir entre eux et puis approfondir le sujet. En fait, moi je crois qu'il y a deux types d'associations. Celles qui créent du lien social vers l'extérieur, c'est-à-dire les associations humanitaires, soit catholiques ou autres, et puis celles qui créent du lien social à l'intérieur, bon, un club de philatélie, un club d'astronomie. Et je crois qu'on a trop insisté là avec des petits papiers sur le premier type. On a très peu parlé des gens qui se réunissent parce que ça leur permettra de découvrir ensemble et de bénéficier des connaissances des uns et des autres à l'intérieur, si vous voulez. Parce que là on a beaucoup de partage, mais il y a un terme qui n'est pas du tout revenu et qui est très important, c'est le terme de rapprochement des personnes. Il y a le rapprochement des personnes parce qu'elles partagent le même hobby, le rapprochement des personnes qui partagent le même hobby de le faire découvrir à d'autres, le rapprochement des personnes qui veulent aider les autres, qui ne savent pas le faire tout seul et qui... voilà, ce mot de rapprochement social, voilà. On retrouve dans le collectif et le groupe. Dans le groupe, on n'a pas... Le groupe et le collectif, oui. Donc ça construit le collectif, effectivement. Lutter contre l'isolement, les rapprocher, alors à but caritatif, oui. Ça construit du lien social, ça construit du collectif, c'est ce que vous dites. Et qui rapproche les gens et qui permet aux gens de partager, de s'aider entre eux, etc. etc. Voilà. Est-ce que c'est une réussite d'après vous? Est-ce que les interventions ont été pertinentes? Et est-ce que vous avez réussi à mener les conférences là où vous vouliez les mener? Alors moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je trouve que les gens sont rentrés dans le jeu et ont accepté les règles du jeu. Ça, c'était très intéressant. Les expressions ont été très intéressantes. Il y a eu une écoute réciproque. On était bien dans un respect réciproque par rapport à la personne, la parole de chacun. Donc ça, j'ai trouvé ça formidable. Beaucoup de tolérance, respect. Des réflexions pertinentes à un moment donné, effectivement. Et alors dire que mais c'était le risque d'atelier. C'est-à-dire un atelier, il faut que ça a été très court. Voilà. Ouais, 30 minutes, c'est pas suffisant. 30 minutes, c'est pas suffisant. Voilà. Pour moi, compte tenu de la démarche que j'avais réfléchie et qui me paraissait pertinente justement pour libérer la parole et faire que les gens parlent et s'expriment. C'est minimum entre 45 et 1 heure, quoi, 50 minutes, 45-50 minutes. Donc j'ai été un peu frustrée, surtout sur le deuxième groupe, avec le deuxième groupe, où là je crois ça a duré 10 minutes, compte tenu des problématiques qu'il y a sur les questions de logistique, etc. Et c'est vrai que là on n'est pas allé très loin, et je trouve ça dommage parce que... Vous l'avez mené en plus d'une façon plus ludique. Avec les post-it, voilà. Faire des cercles pour entourer les grandes thématiques. Voilà, c'est-à-dire que j'ai essayé effectivement d'y donner une dimension ludique, parce que je pense que c'est quand les gens se prennent au jeu dans toute démarche, que là après ils sont à l'aise pour s'exprimer, ça a été le cas. Les gens se sont exprimés sans aucun problème. Moi j'ai senti beaucoup de respect, de tolérance entre les individus, ça c'était très intéressant. Voilà, oui, j'avais fait ce choix-là parce que je souhaitais pas être une conférencière listant un certain nombre de points, grand A, petit 1, petit 2, c'est pas mon style. Je suis dans une démarche des méthodologies actives, hein. Je défends l'éducation nouvelle, donc voilà, je suis dans cette pédagogie active que je défends fortement. Très bien, merci beaucoup. Voilà, avec plaisir.
Donc maintenant, on va essayer de cerner, dans le temps qui nous reste, un peu la question de la valeur économique. Sachant qu'effectivement, d'une association à l'autre, ça peut forcément varier. On avait une définition sur le groupe précédent avec des associations qui étaient avec 150 salariés. Effectivement, les enjeux ne sont pas les mêmes que des associations que d'adhérents et de bénévoles. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la valeur économique de votre association? Qui veut prendre la parole? Je pense que le concept économique, je le vois beaucoup plus global que ça. Oui. Moi, je suis dans une association culturelle, donc je permets à des gens qui sont éloignés justement parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques de profiter d'un certain nombre de prestations culturelles. Donc j'estime que je les fais participer à l'économie non marchande. Là, c'est de l'économie parce qu'ils ne peuvent pas se payer des spectacles, donc je leur offre. Donc ça, c'est aussi une dimension de l'économie. Et qui ne concerne pas, effectivement, à ce moment-là, les membres de l'association, mais plutôt le public qui profite. Bien entendu. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, lorsque nous faisons du théâtre solidaire, au bénéfice, bien sûr, d'une association humanitaire ou caritative, dès l'instant où elle va récupérer une recette, cette recette-là, on va avoir une connotation marchande qu'il va pouvoir utiliser, y compris dans les actions de financement, d'actions caritatives, solidaires, humanitaires. Donc, essayons de ne pas enfermer le mot économie dans le sens trop libéral, capitalistique et marchand du terme. Tout à fait. Il y a l'économie, la dimension économique dans la cité et dans la structure. Le travail bénévole, on peut aussi le valoriser. D'ailleurs, c'est prévu dans les règles comptables. Donc finalement, valoriser du travail bénévole, c'est aussi une façon de quantifier l'activité économique non marchande d'une association. Mais c'est une façon finalement de traduire le bénévolat, on va dire, en quantification économique, bien qu'il n'y ait pas de flux financier. Donc c'est le dimensionnement d'une structure dans son travail de bénévolat pour pouvoir aussi aider les financeurs aussi à savoir quel est l'impact. Oui. Combien coûterait à l'économie ce que nous faisons, qui a quand même un impact social, économique, environnemental, ce qu'on voudra, culturel, combien ça coûterait si la collectivité voulait se le payer. Ce travail bénévole, il a quand même une valeur économique, il a une valeur sociale, mais aussi une valeur économique. Cette évaluation pour comprendre le travail des bénévoles, qui était très important. Mais est-ce que c'est pas justement contradictoire avec votre remarque, monsieur? Non, ça se complète. Mais après, il y a une économie dans une association, puisque déjà, pour commencer, une association doit vivre. La première chose qu'on fait, il y a une cotisation, il y a des subventions, il y a des fonctionnements, il y a des ressources, et il y a un équilibre associatif avec des budgets, des dépenses, recettes, ce qui montre bien l'aspect économique des choses. Oui. Parce que évidemment, un objet, et cet objet est une création de valeur ajoutée. La valeur ajoutée aussi dans ce que représente une association au niveau préventif. Il y a des associations sportives par exemple, qui font de la prévention au niveau de la santé, de la santé physique, toutes les associations jouent un rôle au niveau de la santé mentale, donc tout ce qui peut être économisé en termes de médicaments, d'antidépresseurs, etc. C'est aussi une économie réalisée quelque part qui permet le lien social et qui permet la solidarité qui peut être trouvée dans une association. Bien sûr, la non-dépense, d'énergie, de coût, d'accompagnement par la prévention. Et j'aurais voulu savoir comment quantifier une association où il n'y a pas d'argent. Il y a une cotisation, 1 € par mois, et après il n'y a que des échanges. Oui. Alors, comment passer ça dans le produit intérieur brut de la France? Non, mais ça on peut pas. Ça on peut pas. Par exemple, dans un système d'échange local, un sel. C'est ça. Voilà, un sel. Voilà. On va le nommer. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, justement, on a des gens de différents. Parce que vous parlez du PIB, mais le produit intérieur brut, ce n'est uniquement. Non, mais c'est la question que vous posez. C'est uniquement des flux financiers. Il n'y a pas des flux non financiers. Et donc, justement, c'est ça. Et nous, quand on n'est pas dans des flux financiers, on est sur des flux non financiers qui ne sont pas dans la comptabilité nationale, mais pourtant qui sont quand même loin d'être négligeables. Si je peux me permettre,
Laissons l'argent à ceux qui s'en servent tous les jours. À l'économie d'argent, bah oui, elle fait partie de la vie, on est sur Terre. Il en faut, sinon on ne peut pas se loger, on ne peut rien faire. Mais je pense qu'au contraire, la beauté des échanges des selles, c'est justement qu'il n'y a pas d'argent. Mais ça a autant de valeur. C'est comme l'amour qu'on donne à quelqu'un, il a autant de valeur. Voilà, c'est pour moi, enfin pour moi, hein, ça me paraît tellement évident d'échanger avec le cœur, ben le reste. Et les moyens économiquement, bon, on n'est pas au pays des bisounours. Hein. Bon, ah, mais il économiquement, n'en est pas question, mais c'est beau d'échanger sans argent. Zéro. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, on vient de tourner pas mal. Effectivement, les associations, quasiment comme les entreprises, sont des acteurs d'un flux économique qui achètent, enfin, ils reçoivent un petit peu de cotisation ou beaucoup de cotisation. Inversement, ils rendent du service gratuit ou du service entre guillemets contre cotisation. Bon, c'est pas tout à fait marchand. Ils font vivre parfois des fournisseurs, ils font vivre parfois des salariés. Donc, ce sont les associations, de la plus petite à la plus grande, sont des machines économiques, entre guillemets, et à mon avis, essayer de valoriser le bien-être, de valoriser le bonheur pour le rapprocher à la valeur économique, à mon sens, c'est un non-sens. Il vaut mieux éventuellement lui fabriquer sa propre chaîne, savoir, enfin, avoir le ressenti de ce qu'il vaut. Et à mon avis, ben là, on peut réfléchir pour la prochaine chose. Ah. On a déjà réfléchi. Alors, ça, c'est le grand luxe. On a et la conclusion et la transition vers l'autre atelier. Il y a un beau taux de participation, j'ai trouvé aussi. Les gens sont quand même venus nombreux. Ça a plutôt bien fonctionné, quoi. Ils sont venus nombreux, puis moi j'ai mon indicateur préféré et favori. Je pose une question très ouverte au début et je compte le nombre de secondes avant la première intervention de la personne. Quand c'est moins de 10 secondes, ça veut dire que c'est bien parti. Si on reste 10 à 20 secondes, ça veut dire que chacun se regarde, personne n'ose participer, et finalement on va se dire, ah, là ça va être dur parce qu'il va falloir les porter, mais là il n'y avait rien à faire, quoi. C'était la question, c'est des fois sur certains groupes 3-4 secondes, hop, ça y est, c'était parti. Il n'y avait plus qu'à gérer la participation pour ne jamais rater le fait qu'il y a une personne qui lève la main et puis qu'on ne la grille pas, qu'on ne saute pas son tour. Tout le monde a pu, tous ceux qui avaient envie de s'exprimer ont pu le faire. Certains ont pu s'exprimer 2-3 fois, mais c'est très pertinent. Vous avez ressenti un besoin de la part des gens de s'exprimer ? Parce que voilà, c'était. Il y avait des besoins divers. Il y avait le besoin de s'informer. Une dame, par exemple, venait de rentrer dans la vie associative. Elle est venue pour entendre. Elle a simplement dit ça. J'ai beaucoup appris. Je vous félicite, à vous tous, les associations. Vous m'avez donné la pêche. Voilà. Puis bon, d'autres ont, on va dire, du vécu, de la bouteille. Donc ceux-là devaient peut-être aussi doser un peu leurs interventions parce que il y avait des conférenciers en puissance dans chaque groupe. Bon, moi, mon travail, c'était plus une approche par la maïotique, c'est-à-dire faire émerger le savoir et l'expérience sans essayer de trop le diriger. Et puis parfois, bon, très rarement, le ramener sur le thème de l'atelier. Mais les thématiques, c'était des prétextes à faire sortir la parole. Et c'était des paroles essentiellement positives. On peut éventuellement transformer les choses. C'est ça la porte d'entrée de la création de richesse. Mais du coup, créer de la richesse environnementale, je ne vois pas trop comment, comme l'a dit très justement un monsieur dans le groupe qu'on vient de quitter. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Et effectivement, on vit dans un monde fini. On vit dans un monde fini, hein, qui ne peut évoluer que par transformation. On ne peut pas créer des choses, on ne peut même pas en perdre d'ailleurs. Et donc, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis à vous un peu, comment vous imaginez qu'une association peut créer de la richesse environnementale. Une association qui
comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, travaille le corps, la santé, à ce niveau-là, peut provoquer une certaine richesse environnementale en ayant des gens qui respirent bien, qui sont à l'aise dans leur corps. En générant du bien-être. Voilà. Mais pour moi, on ne crée pas de richesse. On préserve. On préserve un environnement. On répare finalement une erreur que l'on a commise précédemment au nom de notre grand groupe humain. Imaginez une plus-value au monde associatif qui a pour lui cette énorme qualité d'être complètement désintéressé. Si je pouvais apporter, si je pouvais imaginer une plus-value, ben ce serait celle-là. Ce serait dans le rôle, pour moi, éducatif au sens très large de l'éducation, on ne parle pas que d'enseignement, et cette faculté que les associations, quel que soit finalement leur enjeu, quelle que soit leur priorité, cette faculté que les associations peuvent avoir de participer à l'éducation collective. C'est-à-dire que si cette image éducative-là avait été reprise par ceux qui en ont la charge, les associations se substituent souvent à la force publique, on aurait pu éviter des dégâts humains, collatéraux, économiques, financiers énormes, qui auront une répercussion, d'abord parce qu'il va falloir maintenant faire des opérations d'investissement très douloureuses, et y compris d'un point de vue assurantiel, à ce moment-là, augmenter également le montant des assurances pour mieux couvrir ces risques-là. Donc, moi je pense que lorsqu'on est dans l'économie, je dirais, sociale, solidaire, lorsque des maisons de quartier à Mérignac s'emploient à accueillir des spécialistes qui vont venir nous parler de développement de transport doux, qui vont venir nous parler de covoiturage, qui vont venir nous parler d'agenda intérieur, qui vont mettre à disposition des conteneurs pour que l'on recycle les bouchons de liège, les verres et tout ça. C'est tout autant d'actions qui vont bénéficier, je dirais, à la collectivité. On va petit à petit faire évoluer les comportements. Et ça, c'est de la richesse environnementale. Lorsque l'opinion publique va forcer une collectivité, par exemple comme notre ville, à traiter, à moins consommer d'eau, c'est de la richesse environnementale, puisqu'on va économiser une ressource qui est rare, précieuse et chère. Mais attendez, quand on va en Afrique, vous croyez qu'on ne dégrade pas de l'environnement? Il faut aussi se poser ce genre de questions. Est-ce qu'on ne peut pas inventer d'autres modes d'intervention qui ont moins d'impact négatif sur l'environnement, tous les uns que les autres? Mais déjà éviter de dégrader, c'est peut-être pas créer de la richesse, mais c'est déjà beaucoup. Attention, hein. Moi, j'allais juste sur l'aspect de sensibilisation, en fait. Enfin, vous avez parlé d'éducation, mais voilà, moi, j'irais sur la sensibilisation. Et ce que j'entends, en fait, c'est que déjà être sensible à toutes ces questions. Je pense que, être sensible et faire prendre conscience, du coup, aux autres qu'il y a des problèmes environnementaux et qu'on peut effectivement les résoudre. Je pense que c'est peut-être là qu'elle est la création de richesse. Elle est que plus on sera sensible à tous ces problèmes, plus on arrivera à agir ensemble et chacun, voilà, les petites gouttes d'eau font des grandes rivières. Je pense qu'on s'est trop focalisé sur l'environnement pour l'environnement. Si ça devait marcher, ça se saurait. L'entrée de cet apport de bien-être pour un nombre plus important de personnes va permettre à ce nombre plus important d'avoir des préoccupations autres. Vous citiez l'Afrique, sans trop y connaître grand-chose, je suppose quand même que la préoccupation première, c'est pas le développement durable, c'est le développement tout court. Parce qu'avant de penser à préserver les choses... Non, justement, je suis pas du tout d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai mis... Non, je suis pas d'accord, parce que quand vous êtes... Nous, on intervient notamment sur l'aspect de déforestation et autres. Oui. Et je peux vous dire que quand vous avez des gens qui n'ont pas le sou, donc qui n'ont pas un niveau de bien-être,
comparables aux nôtres. Et quand ils sont obligés de faire de plus en plus de distance pour aller ramasser du bois, quand on voit que la désertification avance de visu à échelle humaine, pas à l'échelle géologique, que les gens le voient, je peux vous dire que même s'ils n'ont pas l'argent, ils sont très sensibles aux problèmes d'environnement. Peut-être que l'on peut dire cela dans notre société. Une société dont les problèmes sont certains, mais moins importants que dans les sociétés d'Afrique. Des gens chez nous qui peuvent vivre à peu près correctement et qui peuvent en même temps acquérir une forme de bien-être par les associations parce que c'est un coût très léger d'une cotisation, sont peut-être après plus sensibles lorsqu'ils vont marcher dans la forêt, avoir des comportements tels que cette dame disait, va aller ramasser sur les plages tous les détritus et tout ça. Donc, ils peuvent être ouverts en ayant moins de problèmes personnels, ils peuvent être ouverts à l'environnement qui est autour d'eux d'une façon plus concrète. Je crois, par rapport à ce que vous dites, qu'il faut que l'on, enfin pour moi, encore une fois, que l'on ne confonde pas se préoccuper d'environnement et être contraint de prendre en compte les contraintes environnementales. Contraint de prendre en compte les contraintes, c'est bien lourd. Mais c'est ça. C'est deux cas de figure qui sont complètement différents. Est-ce que ça a répondu aux attentes que vous attendiez? Est-ce que vous aviez des attentes déjà par rapport à ça? Et est-ce que la participation a été suffisante, d'après vous, sur les interventions? La participation est bonne. Les attentes, c'est compliqué parce que on peut pas régler en une demi-heure ce genre de questions. Après, ce que je trouve très intéressant dans ce genre de démarche, c'est qu'en fait, on va lancer une polémique qui va tous nous agiter un peu les neurones, même celui qui la lance, la polémique. Parce que dans ce qui va lui être renvoyé, il va avoir encore une fois à réfléchir, encore une fois à repenser d'autres choses. Et je pense que là, tout le monde va repartir un petit peu, pas chamboulé non plus, mais un petit peu titillé, et puis ça va faire son chemin, et puis au fur et à mesure, chacun appréciera, appréhendera, ça sera enrichi d'une certaine façon, même s'il ne s'en rend pas compte tout de suite. L'idée, c'était de faire germer peut-être une réflexion. On ne peut pas faire plus de toute façon. On peut pas faire plus. Et du coup, les thématiques qui avaient été abordées, moi j'ai assisté à une de vos conférences, sur les trois. Oui. Les thématiques étaient volontairement, elles étaient définies en quelque sorte, on avait une vague idée, mais c'était quand même très vague. Du coup, moi j'ai assisté à cette conférence que vous avez menée sur... où les gens sont interrogés sur la définition même d'environnement. Est-ce que c'est un environnement social, un environnement humain, l'écologie, ainsi de suite. Est-ce que c'était volontaire aussi cette définition vague ou ouais. C'est même pas une question que ce soit volontaire ou pas, c'est que de toute façon, je viens pas en position de sachant. On a tous nos opinions et on a tous notre idée sur le sujet. Et voilà, et moi mon idée sur le sujet, c'est que finalement, on n'en sait pas grand-chose, et je donne une vision qui est subjective parce que c'est la mienne, et je suis en attente après. Je suis en attente de ce que comment les gens vont définir l'environnement, comment les gens vont définir les questions qu'on se pose à longueur de journée sur qu'est-ce que c'est que le développement durable, sur qu'est-ce que c'est que l'environnement, quelle est la place de la nature, qu'est-ce qu'on en fait, enfin... C'est ça qui est intéressant dans ce format-là. C'est qu'on n'a pas un sachant qui est posé là et puis qui distille une parole soi-disant bonne. Non, chacun vient avec ses questions. Puis peut-être que les questions des autres vont répondre finalement aux nôtres et vice-versa. Et c'est ça qui est intéressant. Alors je tiens à remercier très fortement les trois intervenants parce que vous avez donné de votre temps, de votre animation et contribution et c'était tellement dense au niveau des échanges que voilà, c'était très riche. Avant de passer la parole donc à Léonce Ziani, je voulais dire un grand merci à l'équipe de la Maison des Associations.
qui a organisé l'ensemble de cette soirée et de la vie associative. Voilà, c'est une vraie réussite. Et donc, voilà, je tenais à le souligner. Donc, maintenant, je vous remercie de votre participation et je passe la parole au maire. Je voulais juste rajouter, parce que on a échangé avec Sylvie Cassou-Scott, qui était anciennement élue à la vie associative, et par rapport à la conférence Butinée, elle m'a dit « La maison des associations apparaît comme une énorme ruche où se produit tout le miel énergisant généré par la biodiversité des associations qui agissent sur la ville et au-delà, nectar dont se nourrissent tous les citoyens acteurs de Mérignac. » Bon, bonsoir. Moi, je ne serai pas aussi lyrique que Sylvie, mais je suis plein d'admiration pour la qualité de ses propos. D'abord, je voudrais me réjouir, parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir. C'est le signe d'une grande réussite dans une manifestation qui n'était pas si facile, évidemment, à organiser. Remercier beaucoup Anne-Eugénie Gaspard, bien entendu, qui a été la personne qui a piloté cette manifestation, avec Virginie, avec Laurence. Je sais que la tâche n'a pas été simple. Donc, puisque ça n'a pas été simple, les remerciements doivent être multipliés par 10. Et merci à toutes. Oui, vous pouvez les applaudir. Remercier aussi, au-delà de vous, bien entendu, toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans cet événement. Je voudrais saluer, vous qui êtes tous nombreux, notre député, bien entendu, Marie Récal, notre conseiller général Alain Charrier, les élus, là que je vois très nombreux. C'est une bonne chose, vraiment, c'est bien de manifester notre solidarité et notre soutien avec le milieu associatif. Et puis vous remercier toutes. Beaucoup d'entre vous, on se connaît. Et je sais quel est le rôle qui est le vôtre aujourd'hui dans cette ville. J'en dirai un mot, évidemment, tout à l'heure. 10 ans. Voilà 10 ans. Je crois que c'était au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, eh bien, il y a eu ici l'inauguration de ce beau bâtiment. C'était une inauguration qui avait été voulue par Michel Sainte-Marie. Michel Sainte-Marie était présent. Vous verrez les photos, là, juste dans le couloir, où on voit Michel inaugurer ce bâtiment. Il était escorté de nombreux élus déjà, et en particulier de Bernard Leroux, que je voudrais saluer, puisqu'à l'époque, il était en charge de ces questions-là. 10 ans, avec un bâtiment, moi, que je trouve tout à fait remarquable, qui a été conçu par l'architecte Chavannes, que nous connaissons bien ici, dans la ville. Et vous savez que ce bâtiment-là, ça a été le premier bâtiment HQE de la ville de Mérignac. Et finalement, ça marche. Au début, on rappelle les interrogations, est-ce qu'il va faire chaud en été, froid en hiver? Finalement, on a trouvé un équilibre thermique, ce qui montre aussi qu'on peut arriver, avec des solutions nouvelles, à obtenir des résultats. Bon, et nous ne sommes pas là pour parler de cela. Nous sommes là pour parler de vous. Et donc, au fond, nous avons aujourd'hui une maison des associations. Les associations le méritaient bien. Les associations le méritaient bien parce qu'elles sont nombreuses, puissantes et vivantes ici sur Mérignac. Vous connaissez les chiffres. Il y a aujourd'hui de vivantes 440 associations à Mérignac. C'est-à-dire, en 10 ans, peut-être presque 2 fois plus qu'il y a 10 ans. 440 associations. Et un autre chiffre, moi, qui m'impressionne beaucoup, 440 associations, ça veut dire 40 000 adhérents à ces associations. Alors, 40 000 adhérents, arrêtons-nous un peu sur ce chiffre. C'est une ville. Nous avons une ville dans la ville. Nous sommes 67 000, 68 000 habitants. 40 000, c'est plus que Talence. C'est plus que la plupart, évidemment, des villes de l'agglomération. Je ne parle même pas des villes du département. Eh bien donc, vous, les adhérents des associations de Mérignac, vous êtes une des premières villes de l'agglomération qui se trouve évidemment dans Mérignac, c'est important. Et puis il y a un autre chiffre aussi qui m'a beaucoup fasciné. C'est à 1 ou 2 unités près, mais ça doit varier sans doute tous les jours. Ces 440 associations emploient 1225 ou 26 ou 27 voilà, personnes. Et si vous regardez aussi,
plus de 1000 personnes. Tout à l'heure, je parlais de ville. Et si on s'arrête sur ce second chiffre, ça veut dire que c'est une entreprise. Et c'est même une belle entreprise. Une entreprise de 1000 personnes, c'est plus une TPE, quoi. C'est une belle entreprise. Et donc vous êtes ici aussi une entreprise, une des premières du coup, une des plus importantes de Mérignac. On a pourtant quelques beaux fleurons ici, mais vous faites partie du top des entreprises de Mérignac. C'est l'entreprise associative de Mérignac. Tout cela, au fond, pour dire que on vous doit quelque chose. On vous doit quelque chose, parce que vous nous apportez beaucoup. Lors du forum des associations, Anne-Eugénie était à mes côtés, et je te rappelle, Anne-Eugénie, j'avais pris un engagement qui consistait à dire, nous sommes dans un monde difficile, il ne faut pas se cacher la vérité, l'argent est rare. L'argent est plus difficile aujourd'hui à obtenir qu'il y a quelques années. Nous le savons tous. Bon. Et bien, dans cette période d'argent public rare, nous avions pris l'engagement de maintenir le montant des subventions au monde associatif. Alors, maintenir, est-ce pas suffisant? C'est à vous de l'apprécier. Et je sais que pour chacun, ce n'est jamais assez. Mais je vous demande simplement de prendre la mesure de cet effort. Maintenir le montant des subventions aux associations, ce sera sans doute dans le budget, et je le dis d'autant plus que dans quelques semaines, nous allons adopter le budget de la ville. Ce sera dans le budget un des rares budgets qui restera à niveau. Voilà. Parce que nous avons considéré que c'est une priorité que celle du monde associatif. Et comparé avec les autres villes, je n'aime pas beaucoup se vanter, c'est jamais une très bonne chose, l'humilité est la meilleure des qualités, mais simplement, c'est aussi instructif, comparé avec les autres villes, vous verrez que le monde associatif ici a un rang qui doit être le sien. Nous lui reconnaissons ce rang et c'est une bonne chose. Nous le faisons donc par des subventions, nous le faisons aussi avec le forum des associations, nous le ferons aussi parce que il y a aussi une vie associative avec un partenariat avec une démocratie associative qui nous permet de choisir ensemble les projets. Depuis peu, nous avons également une lettre qui est dédiée aux associations. Je ne sais pas si vous la recevez. Si vous ne la recevez pas, il faut nous le dire. Et nous assurerons que vous soyez inscrits sur le listing. Voilà ce que nous essayons de faire. Pourquoi? Eh bien, au fond, pourquoi je préfère prendre une autre question qui a été celle de vos débats. Je trouvais que vous avez posé une question très, très riche, très intéressante. En quoi les associations sont-elles productives de richesse? C'est une belle interrogation. Ça vous a occupé dans cette conférence butinée avec les 3 ateliers. Et si j'ai bien compris, excusez-moi, mais je n'ai pas pu y assister, je viens d'ailleurs. Enfin bon. Mais en même temps, je me tiens aussi informé, et notamment grâce à Anne-Eugénie. Vous avez apporté des réponses. Première réponse, oui, ces associations créent de la richesse, et notamment de la richesse sociale. Et ça, on le voit bien, c'est le lien social, nous le savons tous. Si vous n'étiez pas là, vous savez, il y a une image que je prends souvent, mais je l'utilise d'ailleurs dans 2 cas, pour être tout à fait honnête, avec les personnes à la retraite et avec le monde associatif. Je dis, imaginons que demain, vous, les bénévoles, vous vous mettiez en grève. Voilà, vous faites grève. Mais si les bénévoles, demain, vous faites grève, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher. Dans les relations avec les autres générations, dans les relations avec les voisins, dans la générosité. Enfin, on voit très bien que vous êtes une force considérable. Si vous faites grève, eh bien, il y a toute une partie des villes, c'est pas propre à Mérignac, toute une partie des villes et même du monde rural qui, à ce moment-là, arrêtera de fonctionner. Donc, c'est une force importante. Et vous créez évidemment de la richesse sociale. Vous créez bien entendu la richesse économique, ça va avec ce que je vais dire, mais certaines associations sont puissantes, ça pose même peut-être parfois des questions juridiques, de savoir quel est le régime fiscal appliqué au monde associatif, mais en tout cas vous créez de la richesse vraiment au sens propre. Et il y a toute une partie du monde associatif avec l'économie sociale et solidaire qui crée vraiment une richesse aboutissant à un nombre d'emplois qui est tout à fait considérable et parmi les plus importants de notre pays. Vous créez bien entendu aussi une richesse environnementale.
Parce que je crois que vous avez le souci, chacun, de faire en sorte de ne pas être contre la nature, mais de vivre avec la nature, et donc de développer la nature. C'est vraiment un objectif considérable, prioritaire, en tout cas de la municipalité. J'ajouterais, cela a été dit, mais je ne sais pas exactement quelles sont vos conclusions, qu'à mon avis, vous créez de la richesse sociale, vous créez de la richesse économique, vous créez de la richesse environnementale. Je pense aussi que vous créez un autre type de richesse qui est de la richesse humaine, tout simplement. L'humanité, elle est là. Voilà. C'est vous, l'humanité, vous l'apportez. On est dans un monde où, en général, tout est marchandise. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce qu'on échange? Ah, si tu n'as pas cet argent-là, tu ne peux pas t'asseoir ici. Si tu n'as pas ce billet-là, tu ne peux pas rentrer là. Et vous, vous dites les portes sont ouvertes. Et vous essayez, avec vos contraintes économiques, financières, que je connais, qui ne sont pas si simples que ça à gérer, mais en tout cas, vous créez de la richesse humaine, c'est-à-dire vous prenez les individus pour ce qu'ils sont eux-mêmes. Pas pour ce qu'ils représentent, pas pour leur paraître, mais pour leur identité profonde. Donc c'est pour moi la vocation du monde associatif. Et évidemment, c'est une grande chance pour une ville comme la nôtre de vous compter avec cette richesse-là, triple ou quadruple. C'est pour nous évidemment un capital considérable pour la ville de Mérignac. On essaiera de le faire fructifier, on essaiera de travailler toujours plus ensemble, on essaiera de vous donner les moyens dans les limites de nos propres moyens, bien entendu. On essaiera de faire en sorte que les gens soient heureux lorsqu'ils rentrent dans la vie associative, où ils trouvent une identité, un rôle, une fonction et de l'amitié. Merci beaucoup. Bon, mais écoutez, maintenant, c'est justement le moment du pot de l'amitié dans l'autre salle.